Économie, le MAC sur i24 News, édition spéciale. Merci d'être avec nous en cette journée d'élections législatives en Israël. On va justement s'intéresser à l'état des lieux de cette économie israélienne, bilan macroéconomique. Qu'en est-il des grands indicateurs, croissance, emploi, dette publique, bilan social également, l'évolution du coût de la vie, des inégalités, du niveau de vie moyen au sein de la start-up nation, comme on l'appelle souvent, et puis aussi la perception aujourd'hui d'Israël par les investisseurs étrangers. Une attractivité, on le sait, essentielle pour une économie qui ne peut s'appuyer uniquement sur son marché relativement restreint. 3 invités pour nous accompagner et on va commencer tout de suite. Bonjour à tous. Élection très indécise ce mardi en Israël. Les questions économiques et surtout sociales auront été bien sûr très présentes durant la campagne. Alors on va d'abord accueillir nos invités. Michael Gabay, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste connaissant parfaitement la situation en Israël. Et puis Edouard Kuckerman également, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous présidez alors le fonds d'investissement Catalyst et la banque d'affaires Kuckerman Co basée à Tel Aviv. Donc vous êtes un expert des questions d'investissement. Vous avez écrit un livre récemment. Oui, avec le professeur Daniel Roach qui s'appelle Israël Valley, le bouclier technologique de l'innovation. On parle surtout de la high-tech israélienne. On en parlera sans doute tout à l'heure. Bienvenue à tous les deux. On va, avant de vous entendre, on va d'abord voir ce sujet d'Anthony Lesme, diffusé la semaine dernière et qui nous détaille les grands enjeux actuels de l'économie israélienne. Regardez. 12% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté selon le gouvernement, un tiers selon l'ONG La Tête. Hausse du coût de la vie, augmentation du prix de logement, stagnation des salaires, les inégalités se creusent en Israël, faisant de l'économie un enjeu majeur des élections du 17 mars prochain. Reste que le conflit palestinien et la question nucléaire iranienne cristallisent les débats au regret de certains citoyens. Nous sommes dans un moment spécial. Il y a une campagne électorale en cours qui s'articule autour des questions géopolitiques imaginaires, comme celle de l'activité nucléaire en Iran, alors qu'ici en Israël, on ne fait aucune référence aux besoins simples des citoyens. Les gens refusent d'accepter ça. Si la politique de celui qu'on surnomme Bibi ne fait pas l'unanimité, Standard & Poor's a réaffirmé la note A+ de l'État hébreu et les rachats de start-up israéliennes ont doublé en 2 ans, atteignant les 15 milliards de dollars. Côté monnaie, l'inflation est relativement faible et les chiffres officiels du chômage atteignent seulement 5,9% de la population active. Quant à la dette publique, elle est passée de 92% du PIB en 2004 à 68% en 2014. Des chiffres macroéconomiques au beau fixe. Reste qu'Israël offre un paradoxe de poids. L'économie ultralibérale se double d'un système de monopole très présent, notamment dans l'agroalimentaire. Les prix des produits sont très chers et pèsent sur le portefeuille des Israéliens. Des habitudes que souhaite rompre le candidat Moshe Carlon, invité d'i24 News. Un monopole, c'est un monopole. Et on peut créer la concurrence. Ce que nous avons fait sur le marché du téléphone cellulaire, c'est que nous avons ouvert le marché à la concurrence. Et on peut faire la même chose dans l'alimentation. On peut créer, baisser les douanes, permettre l'importation. On peut ouvrir les marchés. Et donc la concurrence est la meilleure alliée des consommateurs. Yair Lapid, le précédent ministre des Finances, avait remporté de nombreux sièges en 2013, grâce en particulier à son programme contre la vie chère. Des promesses peu suivies d'effets. Aujourd'hui, de nombreux autres candidats reprennent ces mêmes thèmes. L'avenir dira si progrès économique sera synonyme de progrès social. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les chantiers du futur gouvernement seront nombreux et complexes. En ligne avec nous depuis Jérusalem, Jacques Bendelak, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur, notamment au collège universitaire de Netanya. On s'arrête d'abord sur le verdict des chiffres pour l'économie israélienne. Les grands indicateurs macroéconomiques, croissance, chômage, inflation, dette publique. Globalement, on est au-dessus des standards de l'OCDE quand même. Oui, absolument. Tous les indicateurs que vous avez mentionnés feraient rougir de jalousie les pays de l'Europe, qu'il s'agisse d'une croissance assez soutenue, un chômage faible, une inflation faible, un déficit public également qui a été réduit l'année dernière à un niveau très bas, des réserves en devises, au contraire, qui elles explosent, puisque la Banque d'Israël a accumulé 80 milliards de dollars. Donc apparemment, si vous voulez, des indicateurs macro qui sont presque tous au vert, mais qui, d'un autre côté, on en paye un prix élevé, et c'est la société qui finalement
payent un prix élevé à ces bons résultats économiques. On en parlera tout à l'heure. Au niveau des perspectives, on craignait l'an dernier l'impact du conflit à Gaza. Finalement, on a le sentiment que les fondamentaux sont sains. A priori, les conditions pour vous sont réunies pour qu'Israël poursuive. Ça marche en avant ? Oui, absolument. L'économie d'Israël a l'habitude finalement des conflits militaires. Les pertes enregistrées ont été vite récupérées. Et donc, c'est vrai que pour le nouveau gouvernement qui va rentrer prochainement, les bases économiques sont saines. Et donc, il y aura beaucoup de chantiers à mettre en œuvre, mais sur des bases qui sont apparemment très bonnes. Ouais. Merci Jacques Bendelak. Je me tourne vers nos invités. Edouard Kuckerman, cette vigueur de l'économie israélienne qui semble même s'être renforcée depuis la crise financière mondiale, comment vous l'expliquez ? La locomotive de l'économie israélienne, ça a été depuis ces 20 dernières années la high-tech. Ce n'est pas le secteur public qui a vraiment financé la croissance de l'économie, mais le succès de la high-tech. Il y a eu plus de 50 milliards de dollars d'acquisitions réalisées par des investisseurs internationaux en Israël. Il y a eu à peu près 200 sociétés israéliennes qui ont été cotées au Nasdaq, une centaine en Europe. Et on voit de plus en plus d'acquisitions internationales faites également de marchés comme asiatiques, comme on a vu ces 2 dernières années, on a vu près de 7 milliards de dollars d'acquisitions par des investisseurs chinois sur le marché israélien. Donc pour moi, vraiment, le succès ne vient pas du monde politique, il vient tout simplement du secteur privé. Michael Gabay, ma question, dans un contexte pas forcément favorable, outre les questions sécuritaires, ralentissement de la croissance mondiale. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. La condition de la croissance ont été réalisées effectivement par le high-tech, etc., mais aussi parce qu'on avait les bases d'un gouvernement, d'un budget qui était sain en Israël. C'est-à-dire que depuis la première fois où Netanyahou a été ministre de l'économie, il a lancé les réformes qui vont vers une réduction de la dette publique, vers tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui Israël est à 68%, donc est en réduction de sa dette publique alors que tous les pays sont en hausse, que la note de crédit d'Israël n'a jamais été aussi élevée, que le taux d'Israël... Il y a une impulsion, vous voulez dire, du politique ? Non, il y a un terreau fertile. Les politiques, effectivement, ne peuvent pas s'occuper de tout, mais ils doivent s'occuper de ce qui est le leur. Avoir une économie saine, tout ce high-tech, tous ces investissements, etc., n'auraient pas été possibles dans une économie qui n'aurait pas été saine, qui n'aurait pas été capable de recevoir. Et on pense aussi, par exemple, à des sociétés comme Intel. Ce sont des lois israéliennes, les lois qui vont encourager les investissements étrangers, qui ont fait que des sociétés comme Intel investissent et continuent d'investir et augmentent régulièrement leurs investissements en Israël, parce que il faut toujours faire la part des choses. Les politiques ont leur travail jusqu'à un certain point. Leur travail, c'est de donner de bonnes conditions de travail. Et surtout, essayer de moins gêner possible les entrepreneurs et l'entrepreneuriat public. Et les relais de croissance, pour vous, ça reste au niveau du high-tech ? On parle aussi de l'immigration qui pourrait être un relais de croissance dans les prochaines années ? Oui, pour moi, un des éléments majeurs, ça a été l'immigration qu'on a eue des Juifs de l'ex-Union soviétique, où il y a eu 1 million d'immigrants qui sont arrivés depuis le début des années 90. En plus, la plupart d'entre eux sont venus avec un background académique. 37% d'entre eux étaient venus avec un diplôme d'ingénieur. Pour moi, également, un relais de croissance, ce sera probablement l'immigration qui est grandissante de la France. Avec un taux de chômage qui était resté le même quasiment après cette vague. En fait, la croissance économique est liée également à cette vague d'immigration, des gens compétents qui ont pu développer l'économie du pays. Et c'est, à mon avis, ça peut être le cas également de l'immigration qu'on voit grandissante de pays européens, de la France en particulier. Dans la France, bien sûr. Et éventuellement également Alors au niveau des bémols, on voit comme en Europe qu'on assiste quand même à un début de tendance déflationniste. Est-ce que c'est le signe quand même que la croissance commence un petit peu à s'essouffler ? La déflation, elle est mondiale. Il y a plein de facteurs de déflation. Il y a des facteurs déflationnistes qui sont on importe de la déflation énormément. Des pays comme la Chine, etc., sont des exportateurs de déflation, puisque tout ce qu'on achète coûte de moins en moins cher. On a eu le pétrole qui a perdu 50%, qui est un énorme facteur déflationniste. La force du shekel est aussi un facteur déflationniste. Pendant longtemps, le shekel a fait que les importations coûtaient de moins en moins cher et donc a réduit le coût de certaines choses. Après, c'est évident c'est au niveau global, il y a un léger essoufflement de la croissance. Aujourd'hui, on est en Israël à 2,8% à peu près, entre 2,7 et 2,8. Après, c'est les estimations qui divergent. C'est évident que ce n'est pas les 5-6% qu'on a pu connaître dans les grandes années. Mais encore une fois, il y a aussi une maîtrise de l'inflation qui est faite en Israël. Il y a une banque d'Israël qui est plus forte que jamais et qui maîtrise aussi, qui est là pour maîtriser l'inflation. Et c'est aussi un facteur de stabilité. La déflation n'est pas forcément le mal qu'on veut lui faire croire comme en Europe. Edouard Kuckerman, au niveau de la politique monétaire, on sait que la Banque d'Israël joue clairement aujourd'hui un jeu de taux bas. Est-ce que c'est ça ? On est dans le bon tempo ? Il faut vraiment donner un petit coup de boost à l'investissement et à la consommation ? Oui, effectivement, ça aide la croissance et les taux qui sont bas. Ça aide les entreprises de haute technologie, mais ça aide également l'immobilier. Ça permet d'emprunter pour pouvoir acheter de l'immobilier.
Il y a un autre facteur de croissance dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, va avoir un impact assez important les prochaines années, c'est les découvertes de gaz et de pétrole, principalement de gaz. Israël est devenu un des pays qui a les plus grandes réserves de gaz au monde. C'est quelque chose qui va changer les donnes en termes de... Jusqu'à présent, Israël était un importateur d'énergie. Ça va être à terme un exportateur d'énergie. On estime que ça va apporter à peu près 2% de croissance annuelle pour les 50 prochaines années. Malgré le fait que c'est considéré comme un marché qui est déjà très libéralisé. C'est pas un frein pour vous. Il n'est pas encore exploité puisque les découvertes ont été récentes et qu'aujourd'hui, il y a encore des explorations qui doivent être développées. On a eu quelques problèmes qui sont liés au changement de régulation qui ont eu lieu ces dernières années et qui ont fait que le processus a été retardé. Mais à terme, on sait que ça va être une source de croissance qui va être très importante pour l'économie du pays. Un mot sur le shekel, comme le disait Michael Gabay. Vous percevez comme un handicap ce shekel fort, relativement fort par rapport à l'euro surtout. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable pour un pays qui importe quand même beaucoup encore comme Israël ? Donc le shekel est surtout, l'économie israélienne est plutôt dépendante du dollar que de l'euro. Alors c'est vrai que l'euro s'est affaibli, mais le dollar s'est renforcé par rapport au shekel. Donc quelque part, les sociétés israéliennes qui exportent, d'avoir un shekel qui est plutôt plus faible par rapport au dollar, c'est un avantage compétitif. Merci. Alors on va évoquer maintenant les volets d'avantages sociaux du débat sur l'économie israélienne. Jacques Bendenac, toujours avec nous. Je m'adresse à vous. On connaît les maux dont souffrent de nombreux Israéliens, la cherté du coût de la vie et notamment la trajectoire ces dernières années. On sait des prix de l'immobilier, surtout dans les grandes villes. Pourquoi est-ce si difficile de changer les choses? Et est-ce que c'est un facteur de risque, finalement, l'immobilier, pour l'économie israélienne? Risque peut-être de bulle? Oui, vous savez, on paye finalement le prix pour les indicateurs au vert que l'on a mentionné précédemment, parce que finalement, l'État s'est retiré de l'activité économique. L'État désinvestit depuis pas mal d'années, et donc, y compris pour le logement, l'État n'a pas assez investi, n'a pas assez traité le sujet, et on a des prix qui sont devenus très chers. Mais ce n'est pas que le logement. Vous savez, lorsque le déficit se réduit à un taux très bas, ça veut dire que l'État dépense moins d'argent. Et donc, il y a moins d'argent, pas seulement pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour l'emploi. Il y a des travailleurs très pauvres. Vous savez, on dit que le chômage est très bas. C'est vrai. Mais il y a aussi cette contrepartie de travailleurs pauvres, de gens qui ne travaillent, mais dont les revenus sont insuffisants pour boucler les fins de mois. Et tout cela, c'est un coût de vie qui devient préoccupant. Même si on a une croissance très forte, mais une croissance qui est déséquilibrée, qui ne profite pas à tout le monde. Il y a le high-tech qui tire vers le haut, mais vers le bas, il y a des pauvres et des inégalités. Avec les cartels, on va en parler aussi dans l'alimentation, avec les prix qui commencent à baisser. Merci beaucoup d'abord. Merci à Jacques Bendenac depuis donc. On peut rappeler que l'État a investi massivement dans des infrastructures routières, dans les trains, etc., qui a permis d'exploiter en fait un peu, parce qu'un des vrais maux d'Israël, c'est le côté concentrationniste au niveau de Tel Aviv. Aujourd'hui, vous avez des projets de high-tech qui sont faits à Beersheva pour exporter tout ça. Le train Beersheva-Tel Aviv, c'est 1 heure, donc on peut parfaitement habiter à Beersheva, travailler à Tel Aviv. Le train pour Jérusalem-Tel Aviv qui va passer à 28 minutes. Tout ce qui a été fait à Jérusalem en termes d'investissement. Encore une fois, le travail d'un pays, ce n'est pas de donner de l'argent aux pauvres. Il faut leur donner du travail, il faut leur donner les moyens de se réaliser. Et les moyens de se réaliser, c'est de créer des infrastructures, c'est de mettre des investissements dans des routes, dans des trains, dans des moyens de transport. Il y a de la dépense publique à ce niveau-là. Non, pas forcément. C'est pas forcément de la dépense publique, puisqu'il y a des systèmes aujourd'hui, comme par exemple la route 6, qui a été financée intégralement par des fonds privés. Je pense que M. Kuckerman en sait quelque chose, qui est intégralement financé par des fonds privés, qui sont là et qui ont mis à disposition. Donc le travail d'un gouvernement, c'est de créer de l'emploi, de mettre en place des gens. Le salaire moyen d'Israélien a plus que monté de 50% dans les dernières années. Les inégalités, ça va se réduire automatiquement. Encore une fois, il n'y a rien qui est automatique, mais il faut que les choses soient faites. C'est pas en augmentant l'aide et en augmentant l'assistanat qu'on va sortir les gens, on va juste les enfoncer dans un programme et on va revenir au Mapaï des années 60, des années 70, où on mangeait avec des coupons, où on ne pouvait pas voyager à l'étranger, où on n'avait pas de voiture, etc. Edouard Kuckerman, que ce soit pour le logement, l'alimentation, l'énergie, ça donne quand même l'impression que c'est une économie qui reste à assainir, trop de monopoles, trop de cartels, et aussi alors que c'est un pays quand même qui s'appuie à la base sur la concurrence officiellement, qui dit qu'il est un pays de concurrence. Comment on peut faire un petit peu avancer les choses? Je pense qu'il faut traiter les problèmes majeurs, et pour moi le problème majeur qui n'a pas été traité dans les gouvernements précédents, c'est le problème du système électoral. On est dans une situation où on va avoir un nouveau gouvernement, il va y
avoir une coalition qui va être peut-être encore plus fragile que la coalition précédente, parce qu'on doit établir une coalition avec beaucoup plus de partis que ça a été le cas si on compare ça au gouvernement précédent. Et on a vu dans le système de la 3e et 4e République française que on a eu une stabilité politique que lorsqu'on a changé le système électoral et on est passé à un système majoritaire. Donc si il faut un gouvernement les leaders fort qui soit capable de prendre en charge des réformes, de changer le système électoral pour qu'on ne se retrouve pas ici à débattre du nouveau gouvernement dans 1 an ou dans 2 ans. Un mot aussi quand même de la perception d'Israël. Par rapport aux projets de long terme qui sont nécessaires, un gouvernement qui a une perspective où il va devoir se présenter dans 2 ans, il ne va pas investir avec une vision long terme. On a toujours besoin d'avoir un gouvernement qui soit stable afin qu'on puisse investir dans les infrastructures. Sur des projets comme le métro, les trains, etc., ça nécessite évidemment une vision long terme. Ouais, on n'aura pas eu le temps de parler de la perception d'Israël par les investisseurs étrangers. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivi. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec l'impact notamment de la chute de l'euro sur le tourisme en Europe. Et l'info continue avec bien sûr les élections. Restez avec nous.